Bonjour à tous et bienvenue, c'est les experts. Il est 10h en direct sur BFM Business. L'actualité du jour, c'est évidemment la claque infligée par la Cour suprême à Donald Trump vendredi sur les droits de douane réciproques. Washington pourrait se retrouver à devoir rembourser quelques 175 milliards de dollars de droits indus. Plus de 1000 entreprises sont sur les rangs. Alors, le président américain, lui, ne se démonte pas pour autant et a annoncé 10 puis 15 droits supplémentaires universels ce week-end. Alors où en sommes-nous ce lundi matin? Très franchement, c'est pas clair. Que change la décision de la Cour suprême? Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Voilà, largement revenir sur ce coup de théâtre de l'état de droit qui se rappelle au bon souvenir de Donald Trump. Et puis on va aussi revenir sur le budget et les mesures anti-suroptimisation fiscale. Le Conseil constitutionnel a validé la plupart du projet de loi de finances, y compris la saisine de Matignon sur le Dutreil, sur le régime des apports-cessions ou sur la taxation des holdings. Mais, il a laissé la porte ouverte au dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité. Alors, après le dérapage du déficit, va-t-on en plus avoir un risque d'instabilité fiscale? On en parlera en seconde partie de l'émission. Et puis, que pense-t-on à la Cour de compte de l'arrivée d'Amélie de Montchalin? C'est aujourd'hui même rue Cambon. Et puis David Amiel, qui la remplace au budget, sera-t-il au niveau face au plus difficile des budgets peut-être de la 5e, le PLF 2027? Voilà pour le programme du jour. Si on a le temps aussi, on parlera aussi de l'implication des entreprises dans les municipales. Elles arrivent, les municipales, 15 et 22 mars, gardez ces dates en tête. La CPME et le MEDEF publient des propositions. Voilà pour le programme du jour. Il est 10h passé de 2 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. C'est les experts sur BFM Business. C'est parti. Les experts, débats et controverses sur BFM Business. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de la table François Ecal. Bonjour François. Bonjour. Fondateur de fipeco.fr. Christian Parizeau. Bonjour Christian. Bonjour. Économiste et conseiller auprès de Aurel BCG. Et Philippe Mabille. Bonjour Philippe. Bonjour. Journaliste économique, ancien directeur des rédactions de La Tribune. Alors pour commencer, évidemment, et on va prendre le temps d'y revenir en longueur, la décision de la Cour suprême ce vendredi dernier, qui donc est revenu sur les droits de douane. Alors il faut pas se tromper, c'est les droits de douane réciproques qui ont été retoqués par la Cour suprême. Une claque très clairement infligée à Donald Trump. Philippe, je commence avec vous. Oui, c'est sûr que la méthode Trump en a pris un coup. Ah oui. C'est le retour de l'état de droit finalement, Exactement. Qui se rappelle au bon devoir du président américain. C'est le retour de l'état de droit parce qu'il le savait très bien. Il fallait un accord du Congrès normalement pour pouvoir faire ce qu'il a fait, mais il a décidé, vous l'avez vu, comment il signait. C'est avec son beau stylo, ces droits de douane qu'il infligeait, la façon dont même il en a fait une arme de diplomatie économique, et même de chantage diplomatique, puisque la dernière en date étant la crise sur le Groenland, où il a menacé la France et un certain nombre d'autres pays de taxes de 200% sur nos vins et nos champagnes. Donc voilà, cette méthode Trump a montré ses limites. Si on regarde d'ailleurs sur le plan économique, ça n'a pas eu d'effet très, très positif pour le déficit commercial américain à date, donc ça ne marche pas très bien. Et ça pose surtout la question de l'instabilité permanente dans laquelle on est. Et la question, simplement, c'est que là, il a donc fait une riposte. Il a proposé une nouvelle taxe de 10 et même de 15%. Et samedi est passé à 15%. Pour à peu près 5 mois. Après, il faudra quand même en passer par le Congrès. Ça veut dire qu'il va être rattrapé à un moment donné par la patrouille. Et là, il y a un vrai sujet d'instabilité qui se précise, puisque dans quelques mois, il va y avoir les élections midterm. Et donc, est-ce qu'il aura encore les marges de manœuvre au Congrès pour faire voter les droits de douane dont il essaye de faire finalement le levier de la nouvelle Amérique conquérante qui attire des investissements étrangers, ce qui a plutôt bien marché, ça en revanche, il faut le reconnaître, ça reste... Et dès avant lui déjà, ça reste à Biden et consorts. Mais c'est sûr que l'an dernier, on a passé toute l'année 2025 dans l'instabilité Trump, dans ce qu'on appelait le Trump trade. On ne savait pas très bien de quel côté la tartine allait retomber. Ça nous remet en 2026, alors qu'on espérait avoir de la visibilité dans une situation
situation d'instabilité. On verra un peu plus tard l'impact effectivement sur la croissance et l'économie de cette instabilité. Mais Christian, on essaie d'y voir un peu clair ce matin sur les conséquences. Bon, Philippe l'a dit d'abord. Pourquoi la Cour suprême, peut-être qu'on le rappelle, a jugé illégal ces tarifs douaniers? C'est parce qu'il n'est pas passé par le Congrès, c'est ça? Oui, parce que dans la loi qu'il utilisait, c'est une loi d'urgence et dans laquelle a été mentionné que le président américain a le droit de réguler, y compris des taxes. Oui. Donc réguler. Mais qu'est-ce que ça veut dire réguler? Et donc ce qu'a considéré la Cour suprême, c'est que réguler, ça ne veut pas dire imposer définitivement et de manière illimitée un droit de douane. Pourquoi? Parce qu'un droit de douane, c'est un impôt. Et donc ça voudrait dire qu'on donne au président américain le droit de lever l'impôt. Or, c'est le Congrès américain qui vote l'impôt et non le président américain qui décide de mettre l'impôt. Et ça, c'était une porte ouverte énorme. Ça veut dire que demain, le président américain pouvait lever n'importe quel impôt au niveau fédéral sans l'avis du Congrès. Donc il y a une limite très forte. Alors c'est vrai que l'exécutif va vite, la justice est lente. Donc c'est vrai que là, c'est un rappel, mais on sait que Donald Trump a fait plein de décrets qui sont inconstitutionnels, illégaux, et il se fait retoquer. Bon, bah là, on a juste la preuve que ce n'était pas constitutionnel. Deuxième chose, ça a un impact très fort parce que l'avantage qu'avait cette loi d'urgence, ça permettait à Donald Trump d'annoncer globalement, je vais vous mettre 20% de droits de douane sur tel pays, sur telle chose, tel. Oui. Là, maintenant, on passe dans une section très définie du droit américain. Et donc, maintenant, pour mettre en place un droit de douane, il faut mener une enquête par le département du commerce. Et donc, le département du commerce doit soit prouver que que le pays a des pratiques qui ne sont pas normales et qui lui permettent d'exporter de manière injustifiée à des coûts plus bas, soit montrer qu'il y a une concurrence de certains secteurs qui sont déloyales vis-à-vis des États-Unis, soit montrer qu'il y a une situation d'urgence qui pénalise un secteur américain. Donc, vous voyez, déjà... tout ça prend un temps fou, non? Prend un temps fou parce que minimum 75 jours pour déposer la plainte. Après, il y a un retour des industriels qui doivent modifier. Et donc, globalement, ça limite énormément la capacité maintenant de Donald Trump de dire du jour au lendemain, je vais taxer le champagne français. Bah non, parce que si tu veux taxer le champagne français, il faut que tu ouvres une procédure. Alors, il l'ouvrira. Mais alors, c'est à du bon et du mauvais. C'est-à-dire que ça nous enlève le risque que d'un seul coup, du jour au lendemain, on soit taxé. Il ne va pas pouvoir dire le 20 mars, ça y est, je mets des droits de douane. L'inverse, par contre, attention, parce que maintenant, il y a une procédure qui va être mise en place, beaucoup plus complexe. Et donc, ça veut dire que quand c'est jugé définitivement, c'est beaucoup plus compliqué pour revenir en arrière. Là, c'est une procédure assez lourde. Dernier point important quand même, là, il a mis en place la section 122, c'est une section temporaire de droits de douane de 15%. Cette section, normalement, elle va durer 5 mois environ, mais derrière, il y a un vote du Congrès. Et là, le gros problème, c'est que est-ce que les parlementaires américains vont le suivre, comme ça a été dit, parce qu'aujourd'hui, si on regarde un dernier sondage qui a été fait suite à la décision de la Cour, la Cour suprême, il y a 60% au total des Américains qui approuvent cette décision de la Cour suprême. Et quand on regarde dans l'électorat, forcément 88% des démocrates, bon ça c'est pas étonnant, mais par contre, il y a 60% des républicains qui approuvent ou qui sont neutres face à cette décision. Il y en a véritablement que 40 qui sont pas d'accord avec la Cour suprême. Donc son électorat de base ne le suit pas. Pourquoi? Parce qu'aux yeux des Américains, maintenant, et ça se voit très clairement dans les enquêtes, droit de douane égale taxe sur la consommation. Contrairement à ce qu'il avait promis. Inflation. Et égale inflation, oui, via le mécanisme d'inflation. Enfin, ils ont compris. Donc clairement, je vois mal le Congrès aujourd'hui accepter une hausse généralisée des droits de douane sur tous les produits chinois, par exemple, parce que derrière, forcément, au niveau des élections, ça passera pas, y compris sur leur base républicaine. Donc c'est quand même une vraie limite pour Donald Trump. Bon, plus un risque budgétaire, mais ça c'est une autre problématique. Mais en tout cas, très clairement, on lui a retiré une arme de négociation qu'il avait, en bien ou en mal, vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a un vrai frein aujourd'hui dans son action politique et dans ses contraintes au niveau international. Donc ça veut dire plus de stabilité à court terme pour les 5 mois je suis pas convaincu. Au moins non, pour 5 mois oui, mais alors je vais juste vous prendre un exemple. Moi je comprends pas qu'on puisse qu'ils puissent pas le faire là globalement, mais que sur 5 mois ils puissent dire je vous remets 10 et puis le lendemain je décide 15 quand même. Et en fait là ça ne pose pas de problème. Il y a une petite ambiguïté quand même parce que la loi dit qu'il peut le mettre sur 5 mois à 15% à condition qu'il y ait un déficit de la balance des paiements du pays vis-à-vis des États-Unis. Oui. Donc ça, ils sont en déficit à peu près avec tout le monde les Américains. Non,
Non, justement, pas forcément de tous les pays. Et puis, dernière chose quand même, ça pose quand même un petit problème parce qu'il y a certains pays asiatiques qui ont fait des accords commerciaux avec des taux de 19 ou de 20%. Ouais. Donc, est-ce qu'ils rompent ces accords commerciaux et donc, dans ce cas-là, ils enlèvent leur contrepartie d'investir aux États-Unis? Ça, c'est une vraie incertitude. Certains pays n'ont pas intérêt. Par exemple, l'Indonésie, ce matin, nous a dit non, moi, je reste à 19%. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'exemptions qui ont été mises dans l'accord commercial que l'Indonésie n'a pas du tout intérêt à revenir en moyenne à 15%. Même l'Union européenne qui a fini par faire un accord dont on s'est posé la question de savoir s'il était bon ou mauvais, aujourd'hui dit finalement nous on a envie de garder notre accord. Donc on a exactement le même type de phénomène. On préfère avec Donald Trump tenir que courir, quoi. Et donc, il valait mieux peut-être négocier ce qui s'est passé dans la confusion de l'année dernière, mais avoir un accord à peu près stable, que de se retrouver dans une nouvelle période d'instabilité qui est ouverte par la colère orange, si je puis dire, qu'a poussé Donald Trump en annonçant qu'il était retoqué. Juste un petit mot, mettez-vous à la place d'un importateur américain. Aujourd'hui, il est sous cette section 122. Oui. Donc, il doit se poser la question, est-ce que j'achète à l'Inde ? Donc, est-ce que j'achète avec le nouveau taux de 15% ou est-ce que j'attends que le Congrès américain, d'ici juillet, valide ce taux de 15% ou valide un autre taux? Ou alors, est-ce que j'attends fin juillet que cette section 122 arrive à son terme et dans ce cas-là, j'aurai peut-être même plus de droits de douane vis-à-vis de mes importations de l'Inde. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on rentre de nouveau dans un cycle de confusion au niveau du commerce mondial, de stockage, déstockage, surstockage, de tension sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, je vous dis pas que c'est pas gérable, on l'a fait tout au long de l'année 2025, mais c'est vrai que ce qui donnait, on avait des enquêtes qui étaient plutôt bonnes sur ce début d'année, décembre-janvier, parce que beaucoup d'industriels, y compris d'industriels asiatiques, avaient sous-investi tout au long de l'année dernière, recommençaient à investir parce qu'ils disaient, ça y est, on a une visibilité, on connaît les règles du jeu, on va de nouveau pouvoir attaquer le marché américain. Et là, on repasse dans un cycle. Donc attention, c'est une vraie incertitude pour pas mal pour le commerce mondial, même s'il s'adapte. On en reparlera sûrement, mais il s'adapte forcément. Mais attention, on revient quand même dans cette période d'incertitude sur quels seront les vrais droits de douane qui seront in fine appliqués pour les entreprises. J'arrive toujours pas à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, François Ekal, cette décision de la Cour suprême. D'abord, c'est quand même une très bonne nouvelle pour l'état de droit aux États-Unis, parce que d'abord, c'était pas évident du tout que la Cour suprême prenne cette décision compte tenu de sa composition. Et oui, c'est ça. Il y a quand même une majorité de juges favorable à Trump. A été très nette, puisque je crois que c'est 6 contre 3. 6 contre 3, ça veut dire que je crois qu'il y a 3 juges conservateurs qui ont voté pour cette décision, ce qui n'était pas du tout gagné d'avance. Donc ça, de toute façon, c'est une très bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe? Et la question qui se pose à l'Europe aujourd'hui, c'est que faire de l'accord commercial que le Parlement européen doit recommencer à examiner pour le ratifier. Est-ce qu'il faut le ratifier ou pas? J'avoue, moi, je sais pas. Je suis pas un spécialiste du droit américain. D'un côté, je me dis qu'on a signé, donc on a signé, qui reste à ratifier, signé un accord qui est pas terrible du tout, mais qui était le moins mauvais des accords autour du monde, qui était pas terrible, mais et là. Qui risque d'être moins pénalisant, je dirais. Voilà, il risque d'être moins pénalisant. Donc on peut se dire, dans ce cas, on prend, on maintient. Et finalement, ça sera moins pire que ce qu'on pensait. Ouais. Mais d'un autre côté, on peut se dire que si on essaye de renégocier, peut-être qu'on arrivera quand même à mieux, parce que Trump, en effet, ne peut plus utiliser son arme, ce qu'il utilisait jusqu'à présent, qui consistait à dire, si vous n'êtes pas gentil avec moi, je vous mets 50% de droits de douane. Donc il aura beaucoup plus de mal à négocier. Donc entre les deux, j'avoue, je ne sais pas bien quelle est la bonne stratégie pour l'Europe. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a échappé finalement à une guerre commerciale, une vraie déflagration. Il n'y a pas eu... Oui, on va y venir. On va y venir évidemment, mais il n'y a pas eu de déflagration. On le craignait à un moment, vous vous souvenez, quand il montrait son tableau en disant tous les mauvais pays, les méchants. C'était vraiment le fameux jour de libération qui était plutôt un jour de l'aberration économique. Là, aujourd'hui, on a un changement effectivement des règles du jeu, mais ce qu'on a compris, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, ces marges de manœuvre sont quand même beaucoup plus limitées. Il y a le sujet des midterms qui est un vrai enjeu pour lui, pour pouvoir continuer ou non à mettre en œuvre cette politique économique. On voit les Américains se rendre bien compte. Je crois que 93% des hausses de droits de douane ont été payées par le consommateur américain. Les gens l'ont bien vu. Ça n'a pas encore été vu dans un choc inflationniste réel, mais c'est peut-être un peu tôt. Regardez ce qui se passe. Il est encore très très dur avec la Fed Donald Trump, parce que la Fed reste un peu l'arme au pied. Elle devrait baisser les taux, mais pour l'instant, elle est plutôt sur une stabilité dans cette période d'incertitude sur l'impact économique des droits de douane. Et donc, on voit bien que la politique
politique qui a été menée sur le plan commercial n'a pas eu les effets, en tout cas sur le plan du déficit, qu'il attendait, qu'il avait annoncé. La seule bonne nouvelle 200 milliards pour les États-Unis, c'est en revanche il y a les investissements. Voilà. Le trade entre j'augmente les droits de douane, mais j'exige des investissements si vous produisez chez moi, ça a plutôt été en faveur des États-Unis. Après, il va falloir vérifier, c'est ce que vous disiez aussi, que à la fois ces accords sont maintenus ou changés avec la nouvelle situation, et que les projets d'investissement qui ont été annoncés se réalisent vraiment, et notamment dans les usines, parce que installer une usine aux États-Unis, ça prend du temps. Évidemment. Donc ça recrée une nouvelle incertitude pour tout ça. Bon, il y a une petite bombe budgétaire, Christian Parizeau, c'est les 175 milliards de dollars que potentiellement Washington pourrait devoir rembourser à plus de 1000 entreprises. Je crois, c'est l'estimation de la Penn Wharton. Ouais, même 175 milliards de dollars. Alors, oui. Est-ce qu'il faut qu'on réclame notre dû? Alors c'est compliqué, c'est pas si simple que ça, c'est ça le problème. On est là pour expliquer. Alors juste une petite... oui, alors pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une invalidation des droits de douane. Oui. Mais vous êtes dans deux cas de figure. Soit vous êtes un importateur américain et quand vous importez un bien, vous faites une estimation des droits de douane que vous devez payer à l'administration américaine. Cette estimation est en suspens, vous faites votre chèque, vous payez l'administration américaine et après l'administration américaine check, vérifie et vous dit quel taux vous avez payé. Donc ça, c'est de l'argent qui peut revenir très vite aux entreprises. C'est ce qui explique en partie le fait que Wall Street a plutôt bien réagi, parce qu'on est parti sur le chiffre de 175 milliards et on s'est dit 175 milliards, c'est de l'argent qui va aller dans le compte des entreprises. Naturellement, on a acheté du Microsoft, on a acheté Apple, on a acheté toutes ces grandes entreprises américaines qui avaient payé beaucoup de droits de douane et on se dit ils vont d'un seul coup avoir de l'argent. En plus, ça tombe bien pour les techs. Ça va financer ils auront un impôt en moins. Ça va financer leurs investissements. Donc, tout le monde était euphorique. Mais ça, c'est une petite partie en été. Donc, ça, si vous êtes en attente de jugement du Trésor américain, on va appliquer le taux. Vous allez recevoir l'argent assez rapidement. Le problème, c'est qu'une fois que l'administration américaine vous a fait payer le droit de douane, ça y est, c'est validé, le trade est fait, c'est fini, c'est clos. Et donc, c'est à vous d'aller devant une justice américaine, d'aller devant un tribunal fédéral américain et de demander un remboursement parce que la loi a changé, parce que la loi a été invalidée. Et alors là, c'est beaucoup plus long. Et là, on est dans une procédure qui peut durer 1 an, 2 ans. Et en plus, on va avoir des tribunaux qui vont être naturellement inondés de demandes. Et donc, ça va être très compliqué. Alors déjà, ça pose un problème parce que les petites entreprises, le petit importateur, le petit détaillant américain qui a importé 3 biens de Chine, est-ce qu'il va aller véritablement demander? Ça, on ne sait pas. Mais s'il demande, ça va être compliqué pour lui. Donc, on parle déjà que le Congrès va devoir statuer pour faire une loi, quelque chose qui va faciliter pour les petites entreprises, parce que sinon, il n'y a que les grandes qui vont en profiter. Et puis, deuxièmement, pour les grandes, c'est un long combat judiciaire. Oui. L'administration américaine va faire traîner les choses. Les cabinets d'avocats se frottent les mains. Voilà, ça va nourrir un cabinet d'avocats, mais je ne suis pas sûr que ça nourrit. Et donc, pour l'impact budgétaire, c'est peut-être l'explication, parce que moi, personnellement, je pensais que les taux longs américains allaient beaucoup plus se tendre et beaucoup plus réagir à cette information, mais ça explique peut-être parce qu'on se dit que finalement, si c'est étalé sur 2-3 ans, c'est pas insoutenable. Par contre, ça pose quand même un problème parce que le CBO, le Congrès Budget Office, qui fait des simulations sur le déficit public américain sur les 10 prochaines années, avait intégré ces droits de douane dans ces simulations et dans le fait que ça contribuerait quand même comme des recettes additionnelles pour l'État fédéral. Donc ça, ce sont potentiellement des recettes qui peuvent disparaître, potentiellement, au-delà de la section 122 qui va maintenir les droits de douane pendant 150 jours, mais au-delà, on ne sait pas. Donc on est quand même sur cet élément d'incertitude très importante. Par contre, ça peut inciter les marchés notamment à rejouer la demande intérieure américaine pour 2 choses. Parce que d'une part, on a les tax refunds qui sont records grâce à la loi qui a été mise en place. On est sur presque $800 en plus pour chaque Américain lié à ces tax refunds, ce refinancement des trop perçus derrière. Et puis, on aura quand même un effet trésorerie pour quelques entreprises qui va être positif. Donc, certains pensent que ça peut avoir quand même un petit effet stimulant sur la conjoncture américaine qui a tendance à ralentir actuellement, qui pourrait redémarrer un petit peu. Mais ça sera qu'un effet très ponctuel, très court terme. Mais ça explique pourquoi la bourse a plutôt bien réagi à cette annonce. Alors que c'est quand même une grande source d'incertitude supplémentaire. Oui, évidemment. Le CAC 40 qui a pulvérisé son record vendredi, ce matin, ça se calme un peu quand même. On va revenir sur l'état de la croissance américaine avec le PMI du mois de février, mais François, on est quand même 1 an, grosso modo un peu plus d'1 an après l'arrivée de Donald Trump, un peu moins d'1 an après le Liberation Day, et on a eu des chiffres qui sont tombés vendredi de la balance commerciale américaine. Il se trouve qu'en dépit de toute cette tempête Trump, ça n'a absolument rien changé au déficit commercial. Pire, ça a été le plus important de l'histoire des États-Unis, 1241 milliards de dollars. Est-ce qu'on n'avait pas vécu une grande hallucination collective tous ensemble en 2025 ? Finalement, ces droits de douane n'ont rien changé à l'histoire.
Alors, je reviens juste sur le coût budgétaire de cette décision de la Cour suprême. En fait, il y a deux effets. Il y a le premier, en effet, qui est que les importateurs ont payé des droits de douane et qui vont demander à se le faire rembourser, ce qui risque de prendre pour beaucoup d'entre eux beaucoup de temps, voir s'ils arrivent effectivement à se faire rembourser. Le deuxième effet, c'est qu'il y a un impôt qui est annulé. Et donc, chaque année jusqu'à la fin des temps, à l'horizon, en effet, des projections du c'est 300 milliards, CBO, non je sais pas, ça dépend sur quelle période. Comme toujours dans ces cas. Par an, c'était 300 milliards par an. Chaque année, il y a la perte d'un impôt. Alors, qui va être remplacé potentiellement par de nouveaux droits de douane, etc., mais on ne sait pas combien. Voilà, c'est pour ça que je sais pas. Voilà, il y a bien deux choses. Il y a deux effets. Il y a un remboursement de taxes déjà payées, et puis il y a des taxes qui ne rentreront pas et qui seront éventuellement remplacées par d'autres taxes. On ne sait pas très bien. Après, pour ce qui est de la balance commerciale, moi, je ne suis pas un spécialiste de la macroéconomie américaine, mais ce que je me dis, c'est qu'il y a probablement eu quand même un effet en 2025 d'importation par anticipation. C'est-à-dire qu'il y a, quand on dit il y a des importateurs, des entreprises, dans un mois, vous allez payer 50% de droits de douane sur les produits, vous les achetez tout de suite et vous les stockez. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, mais moi, si j'étais économiste chargé des États-Unis, je me dirais qu'est-ce qui se passe du côté des stocks. Est-ce que ces importations n'ont pas été stockées? Après, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a finalement, ça a été payé par les importateurs, les consommateurs américains et les entreprises américaines qui n'ont pas substitué à ces produits importés des produits américains, contrairement à ce que pensait Trump. Après, le pari de Trump, qui était qu'on allait remplacer des importations par de la production nationale, de toute façon, ça ne peut marcher qu'à moyen long terme. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain. Quand vous augmentez les droits de douane, c'est vrai que dans un premier temps, ça peut avoir pour effet de dégrader votre balance commerciale. Après, vous pouvez espérer à plus long terme qu'il y aura plein d'investissements aux États-Unis, plein de production, etc. Mais c'est pas du jour au lendemain. Philippe, plus 18% d'augmentation du commerce international en 2025. Et on pensait avoir une guerre mondiale qui allait accélérer le découplage entre les continents, les grandes régions. Plus 18%. Alors en valeur, c'est plus 5% seulement en volume. Mais en réalité, ça n'a eu aucun effet sur le commerce. Quasiment aucun effet, non, cette guerre commerciale. D'abord, tout ça pour ça. Alors c'est vrai que ça nous a, nous les commentateurs, pas mal occupés, les économistes, parce que c'était quasiment pas journalistique. Parce qu'on a tous les jours, il y avait un droit de douane, etc. On a vraiment eu une année assez incroyable. C'est sûr que ça n'a pas marché, mais parce qu'il y a d'abord, je pense, une forte résilience du commerce mondial. Souvenez-vous, il y avait cette formule TACO, Trump always chicken out, ça veut dire qu'il finit toujours par se coucher. Ça a été le cas avec les Chinois. Le truc a été vraiment dangereux, c'est s'il y avait eu une vraie guerre avec les Chinois. Mais ça, vous avez vu comment ça s'est passé. Il a commencé par montrer les dents, les Chinois ont montré les muscles, ils ont dit nous on va fermer sur les terres rares, etc. Et ça a été un partout la balle au centre. Et globalement, ça s'est apaisé. Parce que le vrai sujet, c'est le déficit des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Alors là, il y a eu quand même un petit effet, parce que on en subit, nous, l'Europe, en conséquence. C'est vrai que, visiblement, avec les Chinois, il y a eu un accord et ça a l'air de bien se passer. Et ils ont réduit de 200 milliards de dollars les importations chinoises. Mais les surplus de production chinois qui vont plus aux États-Unis, ils vont chez nous. Et ils vont chez nous de façon massive, au point qu'on a des ministres qui disent qu'il faut arrêter ça publiquement. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui, au-delà des États-Unis et de leur politique, la politique erratique de Donald Trump, c'est pour l'Europe de replacer un peu ses pions sur ce nouvel échiquier, parce que ça ne va pas changer, il ne faut pas se faire d'illusions. Je pense qu'ils vont trouver des solutions, mais Trump en a encore pour au moins 3 ans. Je ne sais pas s'il aura une majorité au Congrès, mais et aujourd'hui, c'est l'Europe qui est quand même amenée à se poser des vraies questions sur sa politique commerciale. Est-ce qu'elle doit se protéger? On a quand même des débats à la Commission, et puis dans certains pays... Est-ce qu'il faut faire du Trump? Est-ce qu'il faut faire un peu de protectionnisme pour se protéger des voitures chinoises, des batteries chinoises et d'un certain nombre d'autres choses? Il y a un dernier débat dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est dans le débat sur la guerre commerciale et les déficits commerciaux.
là où Trump, vis-à-vis de l'Europe, quand même se moquait un peu du monde, c'est qu'en réalité, ils ont un énorme excédent dans les services et notamment de numérique. Oui. Et là, il y a un réveil aussi de l'Europe sur ces sujets. Et on voit bien que c'est les GAFA aujourd'hui qui dominent quand même totalement l'administration américaine et se servaient de Donald Trump pour essayer de remporter des points contre nos régulations. Si Trump a moins d'armes du côté commercial, ça va peut-être jouer un peu en notre faveur pour pouvoir montrer aux Américains que nous non plus, on ne se laisse pas faire. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer, parce que sinon, là, on est vraiment dans une stratégie de vassalisation. Il y a une stratégie de prédation économique, on le voit bien. On commence seulement à se réveiller. Christian Parizeau, quel bilan vous tirez d'un an de guerre commerciale ? Oui, déjà d'une part, pour redresser votre balance commerciale, il faut déjà peser sur la demande intérieure, quoi. C'est quand vous avez aujourd'hui un pays au niveau national qui consomme plus qu'il ne produit, vous ne pouvez pas avoir une balance commerciale qui se redresse. Et donc, on pouvait avoir un effet droit de douane pour réduire le déficit commercial si ça avait pesé sur la consommation des ménages en vraiment réduisant leur capacité à consommer. Et à ce moment-là, peut-être qu'on aurait eu un équilibre risqué. C'est pas ce qu'on a vu. Ce qu'on n'a pas vu du tout. On n'a pas vu du tout. Alors d'une part parce que politiquement c'est difficile à dire aux Américains vous allez être plus pauvres, c'est pas ce qu'a vendu Donald Trump. Et puis d'autre part parce qu'il y a de plus en plus des mesures de soutien fiscal qui vont arriver, qui vont encore soutenir la consommation. On a vu que les Américains face à ce choc ont préféré réduire leur taux d'épargne, s'endetter plus, d'où aussi la sortie de Donald Trump pour faire baisser les taux d'intérêt sur les crédits à consommation, ce qui est contre-productif, parce que encore une fois, si vous voulez rééquilibrer votre balance commerciale, il faudrait encore que les Américains consomment moins. Donc on est sur quelque chose qui n'était pas tenable et qui n'était pas logique. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, les droits de douane n'allaient pas rééquilibrer la balance commerciale. Par contre, ça pose quand même un problème pour Trump parce que lui, il espérait quand même que derrière les accords commerciaux, il y ait des investissements massifs aux États-Unis. Et donc je me pose la question, est-ce que l'Europe va encore considérer qu'il faut acheter du gaz américain pour être taxé à 15% alors que tous les autres sont taxés à 15%. Donc ça peut quand même lui poser un problème par rapport au moyen terme, en tout cas à sa logique de réindustrialisation des États-Unis. Ça, c'est un premier point quand même qu'il faut tenir compte. Donc ça va jouer forcément dans les négociations États-Unis-Europe. C'est clair que là, il se trouve affaibli. Donc ça, c'est un premier. Mais est-ce que nous, on est capable d'être agressif dans ces discussions ? Oui, alors après, oui et non. On l'a pas beaucoup été jusqu'à présent. On l'a pas été, mais parce qu'il y avait aussi un sondage vis-à-vis de l'Ukraine. Ce qu'a dit l'Europe, clairement, plus ou moins, ce qu'on laissait filtrer, parce que les États-Unis menaçaient de plus du tout aider l'Ukraine. Alors, ils n'aident pas, les États-Unis n'aident pas l'Ukraine sur la partie fourniture d'armes, puisque c'est l'Europe qui paye et qui aide aujourd'hui l'Ukraine, mais sur la partie renseignement notamment, et ils menaçaient de bloquer les renseignements qui sont très utiles à l'Ukraine dans leur conflit. Donc, l'Europe ne pouvait pas se permettre de complètement être en guerre avec les États-Unis, mais là, il y a quand même une vraie perte de négociation de la part des États-Unis. Maintenant, on peut voir que Trump, en termes de com, pourra quand même communiquer. Mais je dirais qu'on commence à percevoir que s'il perd les mi-termes, ça va quand même beaucoup oblitérer sa capacité demain, parce que à terme, ce qu'a dit la Cour constitutionnelle, ne jouez pas, ce qui revient au Congrès, il faudra passer, et les décrets illégaux, il faudra bien à un moment donné faire passer des lois au Congrès. Donc c'est ça surtout qu'il faut retenir à mon avis, qui est très important. Donc s'il perd sa majorité au Congrès, là oui effectivement, pour l'année prochaine et les 2 années qui lui resteront de son mandat, ça sera beaucoup moins de capacité d'action de la part de M. Trump. Peut-être que le pic de pouvoir donc de Donald Trump est passé. On entendra moins parler dans les semaines et les mois à venir.